Depuis 60 ans, il existe une règle que le monde entier respecte. Une règle si solide qu'elle a survécu aux guerres commerciales, aux crises financières, à toutes les modes technologiques. Tout le monde joue avec et personne ne la conteste. C'est le tableau de score de toute l'industrie, la loi de Moore. Mettre toujours plus dans toujours moins d'espace. Dans les semi-conducteurs, ce score tient dans un chiffre minuscule. 5 nanomètres, 3 nanomètres, bientôt 2 nanomètres. Plus vous gravez fin, plus vous êtes avancé. Plus vous êtes avancé, plus vous gagnez. C'était la règle du jeu. Sauf qu'en mai dernier, devant une salle bondée d'ingénieurs à Shanghai, une entreprise a regardé ce tableau de score et a décidé d'en réécrire les règles. Cette entreprise chinoise, c'est Huawei, une société que les États-Unis essaient d'étrangler depuis 2019. Ils l'ont coupé des meilleures machines, privé de ses meilleurs fournisseurs et rayé des chaînes d'approvisionnement américaines. Et c'est précisément elle qui vient de présenter une nouvelle loi d'échelle baptisée la Tow Scaling Law. Une loi qui ambitionne de redéfinir ce que signifie être le meilleur. Une ambition qui aura poussé l'action de son principal partenaire de fonderie, SMIC, à bondir de plus de 7% suite à l'annonce. D'ailleurs, gardez une scène en tête et on y reviendra. Dans la foulée, un dirigeant de Huawei a lâché au détour d'une interview « Merci. Merci aux États-Unis, merci au pays qui a tout fait pour le mettre à terre. » Mais avant ça, il faut comprendre ce qui se joue aujourd'hui et ce qui pourrait bien changer. Parce que si Huawei a changé les règles, c'est qu'il y a une raison. Prenons un peu de recul. Pour comprendre le mur auquel tout le monde est en train de faire face, il faut comprendre la route qui nous y a menés. Et cette route commence il y a 60 ans en arrière. En 1965, un ingénieur, Gordon Moore, futur cofondateur d'Intel, remarque que le nombre de composants qu'on arrive à caser sur une puce double à un rythme régulier. Il affine ses observations pour arriver à la fameuse loi de Moore qui nous dit que la densité de puces double tous les 2 ans. Alors, cette loi de Moore, effectivement, elle n'a rien d'une loi physique parce que c'est l'observation d'une tendance, mais elle tient quand même depuis un demi-siècle. Puis, quelques années plus tard, un ingénieur chez IBM, Robert Dennard, ajoute la seconde moitié de l'équation. En rétrécissant le transistor, dit-il, on ne le rend pas seulement plus petit, on le rend aussi plus rapide, sans faire exploser la consommation d'énergie. C'est ce double moteur qui a porté toute l'informatique moderne jusqu'à aujourd'hui. Votre téléphone, les data centers, l'IA, et c'est aussi d'une certaine manière l'ancêtre de toutes les scaling laws, les lois d'échelle dont je vous parle aujourd'hui pour l'intelligence artificielle. Pourtant, vers le milieu des années 2000, on se rend compte qu'en continuant de rétrécir le matériel, le bonus en rapidité et en sobriété s'évapore. C'est d'ailleurs pour ça que vos processeurs ont cessé de grimper en gigahertz et se sont mis à empiler des cœurs, si vous lisez les petites étiquettes. Car plus on rétrécit, plus rétrécir devient un cauchemar industriel. Pour graver toujours plus fin, il faut des machines parmi les plus complexes jamais construites. On sculpte désormais de la matière large de quelques atomes. À ce stade, chaque nanomètre a coûté une fortune et rapporte de moins en moins. Alors finalement, est-ce que ça vaut toujours le coup de courir après le toujours plus petit ? La réponse occidentale ne vous surprendra pas, malgré les travaux des uns et des autres autour de l'empilement, on continue coûte que coûte. Plus petit, toujours plus petit, quitte à y engloutir des sommes folles et à bâtir des usines pharaoniques, parce que c'est le pari de la force brute. Puis les Chinois, eux, pendant longtemps, on ne savait pas trop ce qu'ils fabriquaient dans leur coin, mais en mai 2006, on a eu la réponse. Eux n'ont pas choisi de courir vers le toujours plus petit sur la même route, ils ont décidé de faire autrement. Et non sans raison, parce que rappelez-vous du piège dans lequel on les a enfermés. Parce que pour jouer au jeu américain, disons-le, celui du plus petit, il n'existe qu'une seule machine, la lithographie par ultraviolet extrême fabriquée par nul autre que la fameuse entreprise ASML. Et les États-Unis ont vu dans cette machine donc un goulot d'étranglement parfait. Alors ils ont joué de leur influence et fermé le robinet. La Chine a donc continué de recevoir des machines ASML, mais bien plus anciennes. Et par conséquent, la fameuse EUV n'a jamais franchi la frontière chinoise. En 2019, une livraison a priori destinée à SMIC est bloquée, la licence expire, et depuis, aucune EUV n'a jamais été livrée à la Chine. Résultat, sans EUV, Pékin peut bricoler, pousser ses machines DUV jusqu'à leur limite, mais elles restent fondamentalement en retard sur le très haut de gamme américain. 10 à 15 ans de retard structurel selon Christophe Fouquet lui-même, le patron d'ASML. Mais toute cette stratégie repose sur une condition, une seule,
que tout le monde continue à jouer au même jeu et conserve la même stratégie, que le plus avancé veuille toujours dire le plus petit. Ne pouvant donc pas jouer à ce jeu-là, la Chine a donc décidé de changer de stratégie et de prendre les choses à revers. Imaginez une puce comme une ville. Les transistors sont les bâtiments, c'est là que le travail se fait, et entre les bâtiments, il y a des routes, les fils, les interconnexions qui transportent le signal d'un point à un autre. Et bien pendant 60 ans, on a rétréci les bâtiments, si je puis dire, de plus en plus petits, de plus en plus serrés. Sauf qu'en rétrécissant la ville, on a aussi rétréci les routes, et une route plus étroite, c'est plus de résistance, plus d'embouteillage, un signal qui met plus de temps à arriver. C'est ce que l'on appelle le délai RC, R pour résistance, C pour capacité. Et quand les deux grimpent, le signal final ralentit. Maintenant, reprenez le fameux taux de la tau scaling law. En électronique, taux désigne une constante de temps, le délai que met un signal à réagir dans un circuit freiné par la résistance des fils et les petites charges qui s'y accumulent. Autrement dit, Huawei a baptisé sa loi du nom du coupable. Si vous êtes tenté de vous dire que ce que je vous raconte est une invention chinoise pour maquiller leur retard, détrompez-vous. C'est un cauchemar partagé par toute l'industrie. Applied Materials, l'un des géants mondiaux des équipements pour semi-conducteurs, explique que dans les puces avancées, les interconnexions représentent plus de 75% du délai RC. IMEC, l'un des plus grands centres de recherche de semi-conducteurs au monde, dit la même chose depuis des années. Les gains obtenus sur les transistors peuvent être annulés si les fils, les couches métalliques, les interconnexions à l'arrière de la puce ne suivent pas. Le message est donc clair. En gros, c'est de dire arrêtez de regarder uniquement la taille des bâtiments, regardez le temps de trajet entre les bâtiments. Mais si nommer le problème, c'est bien, pour autant, ça ne le résout pas. Donc concrètement, comment fait-on pour raccourcir ces routes? Eh bien pour Huawei, il n'y a eu qu'une réponse, le logic folding. Et c'est l'inverse exact de tout ce que le monde a fait ces dernières décennies. Depuis toujours, on pense la puce comme une surface, une ville dessinée à plat. Ce que Huawei décide de faire, c'est de construire en hauteur, d'empiler. Alors vous allez me dire qu'empiler, tout le monde sait faire. TSMC le fait, Samsung le fait, SK Hynix le fait, etc., etc. Chacun à sa manière, c'est vrai. Mais ce qu'ils empilent le plus souvent, ce sont des morceaux de puce déjà fabriqués, déjà testés, qu'on assemble les uns avec les autres. Huawei va plus loin. Pas simplement des puces sur des puces, mais du circuit sur du circuit. Imaginez deux circuits dessinés sur une serviette en papier. Au lieu de les laisser côte à côte, vous pliez la serviette en deux pour que les deux moitiés se superposent. Puis, vous les soudez. Chez Huawei, les points de contact sont espacés de 1,5 micron seulement. À cette finesse, les deux étages cessent de se comporter comme deux puces collées. Ils deviennent un seul circuit continu. Les signaux qui devraient traverser toute la ville à plat n'ont plus qu'à monter d'un étage. La distance s'effondre et avec elle la résistance, les petites charges électriques qui ralentissent le signal et donc notre fameux délai RC. Et tout ça se passe sur une base de fabrication que la Chine maîtrise déjà, du 7 nanomètres, produit sans machines EUV, sans les machines les plus avancées d'ASML donc. Donc si on reprend l'histoire, les Américains ont verrouillé une direction, allé vers le plus petit, et les Chinois l'ont contourné en partant dans le sens opposé, pas plus petit mais plus haut. Niveau chiffre, on parle de près de 55% de densité en plus et 41% d'efficacité énergétique en plus. La première application commerciale annoncée concerne les prochaines Kirin, prévues pour l'automne 2026, probablement destinées à la prochaine génération de smartphones haut de gamme de Huawei. Bon alors avant d'applaudir, je dois quand même vous préciser que tous ces chiffres viennent de Huawei. Il n'y a, à ma connaissance en tout cas, pas eu d'audit indépendant, donc il faut se référer à la parole de Huawei pour les performances de Huawei, ce qui peut représenter quand même un problème un peu gênant. Et puis il y a cette fameuse annonce qui fait du bruit et qui est assez perturbante. La Chine annonce du 1,4 nanomètre d'ici 2031. Sauf que, bien évidemment, cette phrase ne dit pas ce que vous croyez, ou du moins, elle ne dit pas ce que nous entendons. Huawei ne va pas graver à 1,4 nanomètre, ils n'ont pas les machines, et à moins que Trump et Xi Jinping deviennent copains pendant la nuit, a priori, ils ne les auront pas du tout court. Ce qu'ils promettent par contre, c'est une densité équivalente au 1,4 nanomètre obtenu par empilement. Le 1,4 nanomètre de Huawei, c'est ça, un comptage par projection au sol, pas une finesse de gravure. Mais il y a quand même quelque chose d'un peu dérangeant dans tout ça. Parce que si tout le monde travaille déjà sur l'empilement, pourquoi cette annonce a-t-elle fait autant de bruit? Pourquoi a-t-elle suffi à faire bondir la valeur du titre SMIC de plus de 7% en une seule séance? Eh bien, à mon sens, la réponse ne se trouve pas dans la prouesse technique, mais comme souvent dans le récit. Et ce récit tient précisément dans le terme loi. Réfléchissez 2 secondes. Tout ce que je viens de vous décrire semble technique et ça l'est. Mais je pense, et je peux tout à fait me tromper, attention, que tout ça compte moins qu'une seule chose, réussir à faire reconnaître la
l'auto-scaling law comme une loi, par le marché, par les médias, par l'industrie au sens large. Rendez-vous compte que c'est sûrement la première fois qu'une entreprise chinoise tente d'imposer au monde sa propre loi d'échelle comme principe directeur pour l'industrie mondiale des semi-conducteurs. Alors si on rassemble les pièces, pendant 60 ans, avancer voulait dire plus petit, une définition que les Américains contrôlaient et qu'ils ont transformée en arme avec les machines EUV. Huawei, ne pouvant pas gagner sur ce terrain, n'attaque pas les règles en tant que telles, il en écrit simplement une autre qui nous dit que désormais, avancer voudrait dire le signal le plus rapide. Et si le marché accepte ce nouveau tableau de score, alors le verrou de l'EUV ne disparaît pas, ne soyons pas fous, mais il perd une partie de son pouvoir, parce qu'il ne suffit plus à lui seul à décider qui est le plus avancé de qui ne l'est pas. Et d'un coup, le fameux merci du président tournant de Huawei dont je vous parlais en début de vidéo prend beaucoup plus de sens. Les sanctions ont forcé Huawei à changer d'axe et Huawei veut transformer cette contrainte en force. En clair, merci de nous avoir poussés là où, sans vous, nous ne serions probablement jamais allés. Pour autant, ne vous y trompez pas. Ce récit arrange tout le monde. Côté occidental, on parle de menaces, d'une Chine qui comble son retard, qui contourne les sanctions, etc. Et c'est commode parce qu'une menace chinoise, ça justifie plus de sanctions, plus de milliards d'investissements, plus de budget, plus de tout ce que l'on veut à la tête de l'État. Et côté chinois, le Global Times, organe d'État, parle de résilience nationale, d'un chemin forgé sous la pression, et convoque 5000 ans de civilisation qui refusent de plier face à l'adversaire. Sur le réseau social local Weibo, le hashtag de l'annonce dépasse les 40 millions de vues. Pourquoi cette grandiloquence ? Parce qu'un triomphe, ça galvanise un pays, et ça attire les capitaux et les cerveaux vers la filière. Voilà pourquoi cette annonce est importante, pas seulement pour la densité de transistors, mais pour ce qu'elle dit du rapport de force entre les deux puissances. Et oui, je suis d'accord, une loi de ce type, ça se proclame, c'est un récit qui se raconte bien, pas de problème. Mais sortir une puce des laboratoires et la fabriquer par dizaines de millions sur de vrai silicium, sans en rater la moitié, c'est quand même pas tout à fait la même chose derrière. Donc là, il faut redescendre sur Terre. Aujourd'hui, l'écart de fabrication entre TSMC et le duo chinois Huawei SMIC, c'est environ 5 ans. Et inutile de vous dire que dans cette industrie, 5 ans c'est une éternité. TSMC est déjà entré dans l'ère du 2 nanomètres et vise son nœud A14, l'héritier marketing du 1,4 nanomètre, pour une production en 2028. Tandis que de l'autre côté, la capacité réellement prouvée en Chine, elle, plafonne toujours à 7 nanomètres. Et la cible équivalente au 1,4 nanomètres de Huawei, c'est 2031. Donc même dans le meilleur des cas, si tout marche comme sur des roulettes, la Chine resterait avec 3 ans de retard. Et 3 ans de retard dans un monde où on explique que la prochaine version de Claude sera bientôt écrite par Claude lui-même, à savoir qu'il va y avoir une accélération des avancées technologiques par l'IA et pour l'IA, 3 ans ça devient juste énorme. Ça devient même de plus en plus grand plus le temps passe. Et encore, on parle d'équivalence, mais égaler une densité de transistors, ce n'est pas égaler la performance ni l'efficacité énergétique, et encore moins le rendement. Ajoutez à ça que la physique, elle, ne vous fait aucun cadeau. Reprenez le pliage. Quand vous empilez de la logique sur de la logique, vous n'empilez pas que des transistors, vous empilez de la chaleur. La couche du bas se retrouve piégée sous celle du haut, comme une couverture. Dans la même surface, vous concentrez alors bien plus de chaleur à évacuer. Comme je le disais tout à l'heure, les autres géants empilent eux aussi, mais c'est surtout de la mémoire à proximité du calcul. C'est complexe évidemment, mais le problème thermique reste plus maîtrisable. Huawei, lui, est contraint d'empiler du calcul sur du calcul, et côté thermique, ça n'a rien de trivial. Et encore, je vous ai pas tout dit. Cette méthode réclame des logiciels de conception bien spécifiques, l'EDA, qui sert à dessiner une puce, à la tester sur ordinateur et à vérifier qu'elle fonctionne avant de l'envoyer à l'usine. Et devinez qui domine le marché ? Synopsys et Cadence, qui sont, roulement de tambour, américains. Alors oui, Huawei et la Chine avancent sur des outils locaux, mais sur le très haut de gamme, l'EDA reste un levier de pression majeur. Licence, mise à jour, support, comptabilité avec les outils industriels. Bref, même quand on contourne le IV d'ASML, on ne sort pas totalement indemne de la dépendance à l'oncle Sam. Donc c'est loin d'être gagné pour la Chine. Mais qu'importe, l'Empire du Milieu a fait passer le message. Et quoi qu'il arrive, ils n'ont plus besoin de demander la permission, ils trouveront une solution. Et ils en profiteront bien sûr, non pas pour rebattre les cartes de leur marché, mais pour le secteur dans son ensemble. Tout à l'heure, je vous disais que la première application commerciale annoncée concernait probablement la prochaine génération de smartphones Huawei. Mais l'enjeu n'est évidemment pas là. La cible, c'est Ascend, la réponse de Huawei à Nvidia. Et ce n'est pas moi qui le dis, la même semaine, Jensen Huang a reconnu que Nvidia avait, en grande partie tout du moins, concédé le marché chinois des puces IA à Huawei.
C'est une phrase importante parce qu'elle remet tout ce que je viens de vous raconter dans son contexte. La TOE Scaling Law arrive au moment exact où Nvidia, le champion mondial de l'IA, reconnaît que les restrictions américaines ont ouvert un boulevard à Huawei en Chine. Non pas parce que Huawei aurait déjà battu Nvidia technologiquement, attention, ça ce serait faux, mais parce que les restrictions américaines ont créé un vide gigantesque sur le marché chinois des accélérateurs IA et que ce vide, Huawei est en train de l'occuper. Quelques semaines avant l'annonce de Huawei, DeepSeek a lancé sa version 4, son nouveau modèle de pointe précisément adapté aux puces Ascend. Huawei affirme que ses supernodes Ascend supportent désormais toute la série DeepSeek V4. Et en réalité, le pari pris par les deux puissances n'est tout simplement pas le même. Côté américain, la logique dominante, c'est d'empiler toujours plus de calculs, des modèles plus gros, des clusters plus gros, des factures également plus grosses. On augmente la puissance, on augmente le coût et on fait payer l'accès à l'intelligence de plus en plus cher. Les Américains, c'est un peu la course au gigantisme. Et côté chinois, la logique ressemble davantage à ce qu'on a vu avec DeepSeek. Casser le coût, contourner la contrainte, rendre bon marché ce qui était réservé à quelques acteurs capables de brûler des milliards. Et oui, tout cela en contrepartie d'un léger recul en termes de performance brute. Et ce parallèle n'est pas seulement le mien. Dans la presse asiatique, certains ont déjà parlé d'un nouveau moment DeepSeek pour l'industrie chinoise des semi-conducteurs. Et l'analyste Lee Kwon-Yan chez Bernstein résume très bien l'objectif. Comme DeepSeek a donné confiance à la Chine pour investir dans toute sa pile IA locale, la TOE Scaling Law peut donner confiance pour investir dans toute sa pile semi-conducteur locale. Et c'est tout l'enjeu. Une loi technique devient un signal d'allocation du capital. Elle dit aux ingénieurs, aux fondeurs, aux investisseurs et à l'État chinois, arrêtez d'attendre le UV, vous ne l'aurez pas, arrêtez de mesurer votre retard avec le tableau de score américain, construisez votre propre standard, votre propre route. La TOE Scaling Law s'inscrit exactement dans ce mouvement. Elle ne dit pas seulement nous pouvons faire une puce différente, elle dit nous allons chercher une route où l'intelligence coûte moins cher à produire. Si le pari de Huawei se confirme en production, ce qui n'est pas gagné d'avance mais admettons, dans 2 ou 3 ans, on aura une nouvelle génération d'infrastructures bâties sur ce concept. Et les coûts baisseront encore. C'est donc l'exact inverse de la stratégie américaine qui mise, elle, sur des prix qui explosent toujours dans le temps. Et ça rejoint notre vieux refrain sur cette chaîne. Le prix de l'intelligence tend vers zéro. La différence, c'est que les Américains essaient de vendre l'accès à cette intelligence la plus chère possible. Les Chinois, eux, semblent parier sur la gravité inverse, faire tomber les coûts encore et encore. Pour comprendre profondément jusqu'où vont ces enjeux de pouvoir autour de la révolution IA, allez voir cette vidéo.